La Ferrari Sport 531, litre cylindré moteur expérimental de 400 chevaux, est lancée à 280 km/h sur la ligne droite de Guidizzo. Les paysans assis sur le bord de la route se reculent instinctivement au passage du bolide. Il est 16 h, ce 12 mai 1957. Brescia, où va se disputer l'arrivée de ces 24e mille n'est plus qu'à une soixantaine de kilomètres. Au contrôle de Mantoue, la Ferrari 531 était 3e au classement général absolu. Casque blanc, blouson de cuir noir, Alfonso Cabeza de Vaca, marquis de Portago, que tout le monde appelle Fon, appuie sur l'accélérateur. À ses côtés, casque brun, veste de tweed, Edmond Nelson, son coéquipier américain, s'enfonce dans son siège. Nelson ne quitte jamais Portago. Il est comme son ombre, comme son double, discret et attentif. C'est lui qui a attiré Fon sur les circuits 4 ans auparavant. 4 ans qui ont suffi pour transformer ce fils de famille qui ne savait même pas changer les vitesses en pilote confirmé. La course tirait à sa fin. Je me trouvais au contrôle de Bologne, le dernier arrêt avant l'arrivée à Brescia. Le dernier tronçon du parcours, pratiquement tout en ligne droite et en plat, ne donnait pas lieu à un suspense particulier. Les difficultés déterminées, les jeux étaient faits. Nous avions 4 voitures en tête de la course. Et j'avais déjà parlé au pilote. Taruffi devait rouler tranquillement, escorté par Von Trips. Jean de Bien devait être prudent, parce qu'il était très important de faire franchir la ligne d'arrivée à la nouvelle berlinette 250 Grand Tourisme et de Portago, 3e, inattaquable, sans problème. On a tout de suite compris ce qui se passait quand la voiture est venue vers nous, car il y avait des étincelles qui sortaient de dessous. Une minute avant l'arrivée de la voiture, moi j'étais de l'autre côté. Mais c'est mon copain ici, Mario, qui m'a appelé juste 15 secondes avant le passage des voitures. On entendait déjà le bruit des moteurs. J'ai donc traversé la route juste avant le passage de Portago. Mario, il m'a sauvé la vie. Soudain, une embardée. Sa voiture s'est retournée en arrivant presque à Brescia, presque à la fin. La Ferrari s'arrache lourdement à la route, fauche des spectateurs assis sur le talus gauche, percute un poteau, rebondit de l'autre côté de la chaussée et s'écrase, disloqué dans un fossé rempli d'eau. Il est 16h04. L'accident fait 11 morts. Celui que ses amis appelaient Fon et que le public appelait le marquis, ce jeune homme pressé qui avait pour devise « Amusez-vous, il est déjà plus tard que vous ne pensez », s'est pulvérisé avec son copilote dans la ligne droite de Guidizzo à 28 ans, en courant au devant de la vue et en tuant 9 personnes, dont 5 enfants. Les survivants aujourd'hui n'ont rien oublié. La voiture est sortie à 50 mètres environ, d'où nous nous trouvons, sur la gauche. Après 2 ou 3 mètres, elle a fait plusieurs tonneaux et a fini sa course dans le public.
On ne voyait plus que de la fumée et de la poussière. Une chose incroyable. Nous, de ce côté-là, on observait tout ça. Je ne pourrai jamais l'oublier. Le passage de la voiture a enlevé la poussière. Ce que j'ai vu à ce moment-là était vraiment horrible. Le corps de Portago était là, sur la chaussée, coupé en deux morceaux, avec les câbles du téléphone enroulés autour du corps. Évidemment, on peut dire que la cause de sa mort était due au câble et pas forcément à la vitesse. On ne peut pas expliquer ça autrement. J'avais seulement 12 ans, mais avec mon père, on a dû s'occuper des cadavres de mes cousins et des autres parents. Malgré l'horreur de la situation, on a trouvé le courage de rassembler les morceaux des corps et on les a mis le long de la route. Il n'y avait ni ambulance, ni moyen de communication, ni téléphone. Alors, on s'est débrouillé comme on a pu avec les blessés. Il fallait bien les sauver et les transporter à l'hôpital car quelques-uns étaient encore en vie. Je me souviens de quelque chose de terrible. On a retrouvé, à côté de la Ferrari, le corps de ma cousine qui avait sa blouse d'école, mais tachée par le rouge de la Ferrari. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier, tellement c'était choquant, trop dramatique. Je me souviens qu'une voiture est arrivée à ce moment-là, après l'accident de Portago. Le pilote s'appelait Minaron. La route était couverte par les corps, la carcasse de la voiture, les fils électriques. Il s'est arrêté et descendu de la voiture, a enlevé son casque, l'a mis sur un pilier. Il a déblayé un peu la route et puis il est reparti en direction de Brescia. Un pilote n'a même pas ralenti. Il ne nous a même pas aidés ni donné du temps pour déplacer le corps de Portago. Il a juste ralenti pour passer. À l'exception du premier pilote qui s'est arrêté, les autres sont passés tout droit. Le premier est arrivé 30 secondes après. Personne n'en a encore conscience, mais une page de la course automobile vient d'être tournée. Les 1000 milles remportés par Taruffi sur Ferrari seront les dernières. Bientôt viendra le temps des normes et des règlements. Il s'agira non seulement de protéger les spectateurs contre ces bolides qui les fascinent et les menacent, mais aussi de protéger les pilotes contre eux-mêmes. Plus de risques inutiles, plus de défis insensés. La mort que l'on nargue, la mort que l'on tient en échec chaque dimanche et qui souvent finit par écraser les plus forts, n'aura bientôt plus le droit de rôder sur les circuits. Bien sûr, elle frappera encore longtemps. Bien sûr, elle frappe toujours aujourd'hui. Mais désormais, elle est apprivoisée, elle est corsetée par des normes de sécurité de plus en plus strictes, elle est tenue en échec par une technique toujours plus fiable. Tous les 15 jours, pratiquement, un pilote se tuait à mon époque. Le garçon se tuait le dimanche, nous on l'enterrait le mercredi, le jeudi on jurait toujours qu'on ne conduirait pas, et puis le vendredi on faisait nos valises et on repartait. Et on se retrouvait tous sur le circuit, on évitait d'en parler. Et puis, le week-end d'après, c'était oublié. Puis ça recommençait. Moi, personnellement, j'avoue que lorsque Fon s'est tué, ma femme était enceinte et que je me suis arrêté de courir car elle était en dépression, c'était devenu insupportable pour elle. Et comme lui était un de nos grands amis, je me suis arrêté de courir pendant 7-8 mois. Alors, mon fils est né au mois d'octobre et l'année d'après, j'ai recommencé. Mais j'ai quand même fini par m'arrêter 2 ans plus tard, en fin 59, parce que si je ne m'étais pas arrêté, j'étais complètement irresponsable, que ma femme ne dormait pas, que les médecins avaient dit ou vous arrêtez ou vous séparez, mais il faut prendre une décision. Et donc la décision était difficile à prendre, ce qui fait que le jour où je me suis arrêté, ma femme, elle, s'est mise à dormir, a repris 7-8 kilos, et moi, j'ai pas pu dormir pendant 2 ans.
J'étais dans la maison de ma future femme. Il y avait là ma belle-mère. Et Fawn devait d'ailleurs être témoin à notre mariage, qui se passait début juin. Et c'était... On l'a entendu à la radio. J'étais avec un ami, Earl Dolan, un photographe. Nous étions à l'écoute toutes les heures ou toutes les demi-heures. Il donnait des nouvelles. Et quand ils annoncèrent que Fawn avait eu un accident avec Eddie, qu'ils étaient morts, fauchant avec leur voiture 11 personnes, j'étais en état de choc. J'étais très triste. Parce qu'encore une fois, c'était un grand ami, presque un parent. J'ai appelé sa femme qui, je le savais, était à New York. Carol, je suis désolé. Elle m'a répondu, Tom, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu veux dire? Et elle m'a appris que des journalistes l'avaient contacté pour lui demander des renseignements sur Fawn. Je lui ai répondu, mais ils ne te l'ont pas dit? Non, dit-elle. Alors je lui ai annoncé, eh bien, il a eu un terrible accident et il est mort. C'était un dimanche et j'ai reçu ce coup de fil aux environs d'1h de l'après-midi. Il m'a dit, Carol, je suis désolée de vous l'annoncer, mais Fawn a été tué. Nous venons juste d'avoir l'information. Donc, je lui avais parlé la veille. Et dans ce livre-là, la dernière chose qu'il a écrit, il a écrit le nom de sa mère et mon nom, pour le cas où il se passerait quelque chose. Donc, sur un bout de papier, là. On a pris l'avion et j'ai demandé à ma mère, mais où allons-nous? Pourquoi est-ce qu'on prend l'avion et pourquoi tu n'arrêtes pas de pleurer? Parce qu'elle n'arrêtait pas, mais c'était pleurer, pleurer. Et puis elle me disait, je te dirai sur l'avion. Et puis sur l'avion, c'était à l'époque où on dormait dans les avions, et on avait des grands lits. Alors on était dans l'avion et j'ai dit à ma mère, maman, tu vas me dire pourquoi tu pleures, pourquoi est-ce qu'on y va? Bon, je te dirai, non, je te dirai tout à l'heure, je te dirai demain matin. Et le lendemain, sur l'avion, je dis, maman, parce que ton père est mort et on va le chercher, on va à l'enterrement. Voilà. Cela semblait être vraiment la chose la plus terrible qui puisse nous arriver à nous tous. À l'office funèbre, j'étais un peu choqué, parce que quelqu'un que j'estimais beaucoup, je ne me rappelle plus maintenant de qui il s'agissait, avait dit « Fawn nous a quittés et c'est quelque chose de terrible. Mais le monde se souviendra de lui, tel qu'il était à 28 ans, de ce qu'il a accompli, son style remarquable et de tout le reste. Quant à nous tous, nous ne deviendrons que de simples vieillards et personne ne pensera jamais rien de nous. » Sa vie était si trépidante, si passionnante et si brillante qu'il n'aurait peut-être pas pu continuer ainsi plus longtemps. Vous comprenez? Là, il était au sommet de sa force et tout ça. Il aurait pu être malheureux après. Et l'enterrement, c'était assez émouvant parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens sont venus, des gens qu'on ne connaissait pas, des gens de la rue qui bordaient le chemin. Voici tous ces gens qui bordaient les rues, qui venaient de l'aéroport de Barabbas à Madrid. Il y avait des gens dans la rue. Je n'avais jamais vu une chose pareille. J'étais un enfant normal, j'allais à l'école et vivais à la maison. Et tout d'un coup, il y avait une foule d'inconnus qui pleuraient et... C'était ça qui était exceptionnel. C'était pas l'église, c'était pas le cercueil, c'était pas les bougies, c'était pas les gens en noir, c'était pas ça, c'était... Tout d'un coup, il avait une foule de gens inconnus
qui était sorti venir voir mon père. Un choc terrible. Lui, il traitait toujours ce sujet d'un ton léger. Je me souviens qu'il a dit à un journal quelconque que quelque chose dans le genre, que j'allais devenir veuve. Donc c'était évidemment présent à son esprit que cela pouvait lui arriver. He knew something could happen. But Mais you cannot change people. on ne peut pas changer les gens. They are like they are. Ils sont comme ils sont. And he said, after all, Et après when he tout, asked me to quand il marry, m'a demandé en he mariage, il m'a said, dit I do not have time. « Je ne peux to pas wait." attendre. So Donc, perhaps il realized s'est peut-être rendu at a very compte young très age jeune that qu'il he would n'allait not pas have vivre a très very longtemps. long life. Mais alors les 1000 avaient ceci de particulier que vous aviez, je ne sais pas, toute l'Italie était au bord de la route. Alors quand vous arriviez, comme les voitures les plus lentes partaient avant les voitures les plus rapides, vous rattrapiez les voitures les plus lentes devant vous. Alors les voitures qui étaient devant vous, tout d'un coup, les spectateurs se fermaient sur la route pour regarder la voiture arriver. Ensuite, ils s'ouvraient pour la laisser passer et se refermaient derrière pour la revoir de l'autre côté. C'est à ce moment-là que vous arriviez. Et il y avait un monde de mort incroyable aux 1000 milles. Les pouvoirs publics n'en parlaient pas parce que c'était une course extrêmement populaire en Italie et qui servait beaucoup à l'image de l'Italie à l'époque et de l'industrie italienne et de Ferrari et de Fiat et de Lancia, etc. et d'Alfa Romeo. Mais il y avait les pilotes qui se tuaient. Alors on parlait des pilotes qui avaient des accidents, etc. Mais on ne parlait jamais de la foule. Mais je peux vous dire que les voitures rentraient dans la foule et qu'il y avait des catastrophes et qu'il y avait énormément de morts à chaque 1000 milles. Cette fois pourtant, c'est le tollé. La presse consacre ses gros titres à l'accident de Guidizzolo. Arrêtez le massacre, plus de bolides sur les routes ouvertes au public. L'émotion est considérable. Mais elle n'a pas été provoquée par la mort des spectateurs, ni par le deuil de tout un village, ni même par les enfants qui figurent au nombre des victimes. Non, ce qui a attiré l'attention des journalistes étrangers sur les 1000 milles, c'est la disparition de Portago. Ce qui a déclenché leur colère contre la course la plus dangereuse de l'époque, c'est la mort du marquis. Il a fait un accident qui a été la presse mondiale s'en est emparée. Portago était très connu et populaire et l'accident a été dramatique. C'était une Ferrari de l'équipe italienne Ferrari. Porté par l'émotion qu'a soulevée la disparition de Portago, le public italien est contraint de condamner sa plus grande course automobile. Et du coup, les passions se déchaînent. Qu'est-ce qui a provoqué la mort de 11 personnes à Guidizzolo? Une défaillance mécanique? La mauvaise qualité des pneus? Certains osent même tourner leur regard vers le commendator et posent carrément la question: qui a tué Portago? La presse, la radio, la télévision se déchaînèrent. Les voitures furent mises sous séquestre. Je fus désigné à la vindicte publique et finalement inculpé. 4 ans et demi s'écoulèrent avant le jugement définitif. Que s'était-il passé en réalité? Le pneu de 2 Portago s'était coincé en dérapage sur les yeux de chat métalliques délimitant le milieu de la chaussée dans le virage. Et c'est ce qui a provoqué son éclatement. C'est à la suite de cette triste expérience que l'innovation des yeux de chat fut bannie de toutes les routes et autoroutes. C'est donc la version officielle, celle de Ferrari, la version validée par les juges au terme d'un long procès. Première reconstitution. Regardez bien. Dans une courbe, les yeux de chat, ces plots de fer indiquant le milieu de la route, auraient déchiré l'extérieur du pneu
de la roue avant gauche de la voiture de Portago, provoquant finalement son éclatement. Voilà le Commendator lavé de tout soupçon. Ce n'est pas lui le responsable, c'est la route et ces satanés bouts de ferraille qui sont encastrés dans la chaussée. Une explication qui, franchement, ne convainc personne, ni à l'époque, ni aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes revenus sur les lieux de l'accident pour tenter de comprendre, pour poser des questions aux témoins. 40 ans après, les langues se délient. D'où on était, on voyait les voitures arriver en direction de Mantoue. On a tout de suite compris ce qui se passait. Quand la voiture est venue vers nous, car il y avait des étincelles qui sortaient de dessous. On entendait le bruit de quelque chose de métallique qui frottait l'asphalte. Une plaque métallique a fini contre le mur, enfin, plutôt contre le pilier. Environ 20 minutes plus tard, la radio a annoncé que la Ferrari de Portago avait fait une sortie de route à Guidizzolo. Environ une heure et demie après, en rentrant à la maison, on a vu dans la rue la plaque de métal de la voiture qu'un gendarme avait mise de côté. Et en passant devant, mon père a dit à mon frère de la prendre. On l'a prise et mise dans notre garage. On l'a gardée, ma famille et moi, jusqu'en 1965, jusqu'au moment où on a déménagé. Mon père l'a finalement jetée avec des vieux trucs qu'on avait dans le garage. On ne savait rien du procès, car les journaux n'en suivaient pas toutes les étapes au jour le jour. On n'a rien su. Ce n'est que 2 ans plus tard que l'on a appris que M. Ferrari avait été innocenté. Pas plus que ça. À ce moment-là, on n'avait pas pensé que la plaque métallique pouvait avoir endommagé le pneu de la voiture. Parce que l'accident a eu lieu 10 km plus loin. Ce n'est qu'à posteriori, plusieurs années plus tard, qu'on a eu la certitude que la plaque avait endommagé un pneu. Et aussi parce que la Gazzetta di Mantova a publié les photos. Et elle montre bien que le pneu arrière gauche a été coupé à l'intérieur et non à l'extérieur, comme l'avait dit M. Ferrari au procès. Mais il s'agit d'une déduction logique faite a posteriori. À ce moment-là, le procès était déjà terminé, la question oubliée parce que personne ne nous avait rien demandé. Seconde reconstitution. Selon ce nouveau témoin, c'est bien avant l'accident, pendant la traversée de Goito, que le pneu avant gauche de la Ferrari de Portago aurait été sectionné à l'intérieur par une plaque qui se serait détachée de la voiture. Le pneu ainsi entaillé aurait explosé 10 km plus loin dans la ligne droite de Guidizzolo quand la voiture atteignait sa vitesse de pointe. Reste la troisième hypothèse, celle qui engage directement la responsabilité de Ferrari et également de Portago. Regardez cette photo. C'est un document à charge. Juste avant le départ de la course, Jean Debien, adossé à la Ferrari Grand Tourisme, regarde tristement la Sport qu'il devait piloter et que le Commendator a finalement confié à Portago. Je vis arriver de Portago, comme un fou. Et je lui dis, on ne inquiète pas ça. Il m'a dit, mais tu ne sais pas. Je dis, oui, je sais que je vais conduire une merde de voiture, que la tienne, qui roule 60 km le moins vite que la voiture Sport. Qu'est-ce qu'il avait dit à Portago Eh bien, Enzo Ferrari a dit à Portago, je serais étonné qu'avec la voiture de Jean Debien, la voiture Sport, vous alliez aussi vite que lui qui conduira votre voiture.
Ferrari était un homme très drôle, assez peu commode, mais s'il a dit cela, je pense que c'est parce qu'il a réalisé que Jean de Bien a beaucoup d'expérience. C'est un très très bon pilote de longue distance. Et peut-être que Ferrari a senti que sa voiture serait mieux entre les mains de Jean de Bien. Quand il a cassé un amortisseur entre Cremona et Mantova, il a cassé l'amortisseur avant gauche. Et la roue tapait dans le garde-boue. Quand il est arrivé au contrôle de Mantova, sa roue avant gauche était complètement lisse. Il avait une roue de secours, il aurait pu la changer. On lui a dit que Jean de Bien était à 1 minute devant, etc. Qu'est-ce qu'il lui a dit ça? Un mécano Ferrari. Un mécano Ferrari, au moment où il est passé à un stand. Voilà, il a dit tiens, il y a Jean de Bien qui est 1 minute devant vous. Et alors là, à ce moment-là, il a tout arrêté. Le type était avec un cric pour changer la roue. Tout s'est arrêté et il est parti. Mais il s'est dit, j'imagine, il s'est dit, si je change la roue, Olivier va aller plus vite que moi. Donc sur les 200 derniers kilomètres, qui étaient des kilomètres de route très droite avec des grandes courbes, il a dû penser qu'il rattrapait Jean de Bien. Ça, évidemment, c'était un peu lui quand même. Il n'a pas pensé au danger, il n'a pas pensé à ce qui pouvait arriver. Fangio est venu à Paris pour les funérailles. Et après les funérailles, il est venu me voir chez moi. Chez nous, il a dit « Je ne veux pas que vous puissiez penser que Fawn a commis une erreur. Parce que si c'est moi qui avais conduit cette voiture, je serais mort également. » Quand il y avait de mon temps un pilote qui se tuait, on disait « C'est sa faute, il a fait une erreur ». Alors que pour Portago, vous dites qu'il n'a pas fait une erreur de pilotage, il a fait une erreur psychologique. Il a fait une erreur de risque. De risque. Il devait changer de roue, il n'a pas changé de roue. Il est tombé dans le piège de Ferrari. Exactement. Troisième et dernière reconstitution de l'accident. L'amortisseur avant-gauche de la Ferrari de Portago s'étant cassé, le pneu a frotté sur le garde-boue, s'est usé jusqu'à la trame et finalement a explosé à grande vitesse dans la ligne droite avant Guidizzo. Alors, qui a raison? Le commendator, le témoin de Goïto ou Olivier Jean de Bien? Sans doute ne le saura-t-on jamais. Et c'est pourquoi le procès intenté à Ferrari, malgré l'acquittement officiel, n'est toujours pas clos. Les pilotes en débattent encore aujourd'hui. Ferrari, pour lequel j'ai le plus grand respect, qui était un homme extraordinaire, je pense qu'il avait peu de respect pour ses pilotes, que la vie de ses pilotes importait peu, qu'il l'a sacrifié assez allègrement. Et le genre de phrase qu'il avait quand on lui disait que les pilotes se tuaient beaucoup sur des Ferrari, il disait oui, mais les Ferrari accomplissent beaucoup plus de kilomètres en course que n'importe quelle autre marque. Tous les pilotes qu'il avait, ils cherchaient à les dresser les uns contre les autres sous prétexte de les faire aller plus vite. Bon, il en a fait tuer beaucoup, hein, beaucoup. Et alors, ceux qui avaient plutôt, je ne dis pas un pochiche dans la tête, mais qui n'avaient pas trop de réflexion, il se laissait aller à ce truc-là. Il avait essayé avec Ascari et Villoresi, qui étaient deux grands copains, il n'a jamais réussi. Et il a essayé avec Gonzalez et moi-même, il n'a jamais réussi parce qu'on était trop copains et tout et tout. Il jouait aux chaises musicales, tu comprends? Il y avait, à ce moment-là, pense donc que c'était pas deux voitures comme aujourd'hui, il y avait quatre monoplaces. Et ben, comme par hasard, comme il avait 4 ou 5 pilotes, très forts tous, et ben, il s'arrangeait pour que quand même il y ait une espèce de lutte, notamment aux essais, une lutte d'influence pour savoir qui faisait les meilleurs temps, et il donnait pas toujours sa meilleure voiture au meilleur. À mon sens, il a fait cela parce qu'il voulait que les gens réalisent que la meilleure voiture au monde était une Ferrari. Si vous la confiez à Pierre, à Paul, ou si vous la confiez à Fangio, Gonzalez, Osorn, à Collins, à Castellotti ou à Musso, cela importe peu, c'est une Ferrari qui gagne. Elle n'est pas là pour le pilote qui l'a fait gagner. Et je pense que c'est son raisonnement. Il avait une technique mécanique excellente, d'ailleurs nous avons gagné beaucoup de courses, mais il avait une technique humaine que je n'admets pas. Un an après cet accident, donc Peter s'est tué. Il courait sur Ferrari. Est-ce que
Louise n'a pas l'impression que, là aussi, Ferrari avait poussé Peter à un peu trop. Non, je ne crois pas. Je ne dirais pas que la mort de Peter soit le résultat d'une trop forte pression exercée par Ferrari. Je ne le pense pas. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu de bonnes relations avec Ferrari, mais il était toujours très gentil avec moi. C'est triste qu'il ait été irrité de mon mariage avec Peter, du fait que Peter se marie parce qu'il pensait que Peter levait le pied à cause de cela. Mais je ne le pense pas. Il ne m'en a jamais rien laissé paraître, ni par ses manières, ni par ses paroles. Il était toujours courtois envers moi. J'aimais beaucoup Ferrari. C'était un homme charmant, je pense. À l'origine, quand on m'a demandé de piloter une Ferrari, je me suis signé et me suis tourné vers Modena. Mais ensuite, j'ai eu un désaccord avec M. Ferrari parce que son éthique et la mienne étaient différentes. Et j'ai juré que je ne courrais jamais pour Ferrari. Je dispute des courses parce que j'aime ça. Et se disputer avec M. Ferrari ou qui que ce soit d'autre, ce n'est pas pour le plaisir. Mais je le respecte pour ce qu'il a fait. Je pense que Ferrari a plus fait pour la course automobile que qui que ce soit d'autre, avec les voitures qu'il a construites, leur beauté, le son et simplement l'ensemble de son travail. Pour moi, une Maserati est plus facile à conduire, mais je pense qu'une Ferrari est plus solide, plus fiable. Je n'ai jamais vu de voiture Ferrari avec laquelle un pilote se blesse à cause d'un défaut mécanique. J'ai eu sur une Lotus 5 des roues qui sont parties des roues d'autres voitures, des freins défectueux, enfin tout, des wishbones, Ferrari jamais. Et je pense qu'une Ferrari était une merveilleuse voiture à cause de cela, mais aussi pour le son de la Ferrari, la romance du bruit et la passion des gens. Pour moi, c'est ce qui rend Ferrari merveilleux. La musique du moteur Ferrari. Exactement, oui. Ça a été sans doute le plus grand adversaire de Ferrari. C'est curieux de l'entendre dire ça aujourd'hui. Je pourrais vous dire, on doit ressentir une certaine dose d'affection pour son ennemi. Et mon ennemi, c'était Ferrari, ou de battre ses voitures. Et si ces voitures n'avaient eu aucune valeur, mon succès n'en aurait pas non plus. S'il est facile de battre quelque chose, ce n'est pas bon. Et si vous sentez que le challenge en vaut la peine, alors vous respectez la personne que vous défiez. Et en cela, je pense vraiment que Ferrari était formidable. Il y a eu une hécatombe. En 55 et 55 et 56, je crois que Ferrari en a perdu 10. Des tout grands. C'est terminé par Rossord, l'anglais, mais avant il y avait Castellotti, Scari, un des très grands qui a été champion du monde 2 fois, Collins, bien entendu, au Nürburgring. Enfin, tous les grands, quoi. Et pauvre Portago. Ferrari, sans doute, portait sa part de responsabilité. Mais il n'y a pas que ces pilotes qui meurent sur les circuits. Il n'y a pas que ces voitures qui provoquent dans les années 50 une hécatombe parmi les spectateurs. Au Mans, en 1955, quand la Mercedes de Levegh percute la tribune faisant 80 morts, ce sont les mesures de sécurité sur le circuit qui sont en cause. La mort est passée. Les gendarmes improvisent des linceuls. La Mercedes du malheureux Levegh se désintègre littéralement, criblant encore tout l'alentour d'éclats de magnésium. Durant près de 3 heures, les ambulances, les sauveteurs, les brancardiers transporteront les victimes vers les hôpitaux par les routes heureusement restées libres parce que la course continue.
Au 1000 milles, en 1957, quand la Ferrari de Portago fauche des spectateurs sur le talus, il y a certes eu une défaillance technique ou humaine, mais c'est aussi la présence du public sur les routes qui est responsable de la mort de 11 personnes. Enfin, à Cuba, en 1958, quand la Ferrari de Armando Garcia Cifuentes entre dans la foule faisant 10 morts, il s'agit d'une faute de pilotage, mais ce sont les courses sur route qui reçoivent le coup de grâce. Elles vont être supprimées parce qu'elles sont trop dangereuses. La suppression des courses sur route en général et des 1000 milles en particulier révulse le commendateur. Têtu, il va même jusqu'à prétendre, contre l'évidence, contre l'opinion, que les courses n'étaient pas dangereuses. Les courses automobiles en tant que telles ne sont pas plus dangereuses que d'autres sports. Elles le deviennent à chaque fois que l'humain ignore tant les lois physiques que morales. Il fallait le culot de Ferrari pour faire endosser la responsabilité des accidents, toute la responsabilité aux hommes qui pilotaient ces bolides. Ceux qui en ont réchappé, bien sûr, ne sont pas d'accord et rappellent qu'en ce temps-là, c'étaient les voitures qui étaient dangereuses. C'était très dangereux parce que les voitures n'étaient pas sophistiquées comme elles sont maintenant. Les pneus étaient très étroits. Il y avait un châssis, un moteur, une carrosserie, la place du pilote et 4 roues. Puis 4 freins, c'est tout. Juste à la limite des freins à disque, qui ont été inaugurés par les Jaguars à Oumont, mais les freins, c'est tout de même pas simple. Nous n'avions pas les mesures de sécurité qu'ils ont maintenant. Maintenant, vous pouvez avoir un accident, la voiture tombe en pièces détachées et les pilotes s'en sortent indemnes. Nos pilotes ne portaient même pas de ceinture de sécurité. Ils ne voulaient même pas de ceinture à ce moment-là. Ils commençaient à peine à en parler. C'était très dangereux parce que d'abord, c'était des véritables citernes. Tu ne peux pas savoir ce que c'était. Ils ravitaillaient une fois, et très très vite, mais pas comme maintenant, on les voit tout le temps s'arrêter maintenant. Les courses que tu peux voir aujourd'hui, comme celles de les toutes récentes, Suzuka par exemple, tout se fait au ravitaillement. Des voitures qui sont aujourd'hui beaucoup plus sûres et techniquement parfaites. De véritables mécaniques de précision. Ce que les anciens pilotes, curieusement, semblent regretter. À Spa, suivant la même voiture, vous prenez le meilleur pilote et le plus mauvais pilote sur la même voiture. Donc à mon époque, il y avait de 12 à 15 secondes d'écart sur un tour. Aujourd'hui, vous faites la même chose, vous avez 2 secondes. Donc c'est la facilité. C'est pas la question du pilotage, c'est la facilité. C'est la voiture qui court. C'est la voiture qui tient pour vous. Elle vous pardonne beaucoup de choses que vous faites. Alors, tandis qu'avant, elle ne pardonnait rien. À moins de bêtises, paf, ça a été. De nos jours, si vous avez un accident à 200-300 km/h, assez souvent le pilote s'en sort. À cette époque, ce n'était pas le cas. Et quand vous aviez un accident, très souvent, la voiture prenait feu. Aujourd'hui, c'est inifugé, il n'y a plus aucun... Je ne dis pas qu'il n'y a plus aucun danger. Enfin, je veux dire qu'ils ne prennent plus feu. Actuellement, c'est toute l'électronique, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est contraire à la normale, à mon avis. C'est pour ça que je vous dis, si j'étais beaucoup plus jeune et que je cours encore, je n'aurais pas de plaisir à piloter ces voitures-là. Elles sont trop sûres. Et alors, quand vous faites un truc qui est trop sûr, il n'y a pas d'intérêt. Si vous le faites et qu'il n'est pas tellement sûr, quand vous avez fini, vous dites « Oh, c'est bien, je suis content de moi, par exemple. »
Il y avait beaucoup d'aficionados qui allaient aux courses pour voir les voitures, tellement elles étaient belles. Hein. Alors ne parlons pas du bruit, alors ça c'est la musique. La musique. Ah oui, la musique. La musique d'une voiture Japon, avant de prendre le départ, par exemple. C'était des moulins fantastiques. Les 12 cylindres ou les 8 cylindres. C'était une musique inoubliable et différente. L'Alfa n'avait pas le bruit de la Ferrari, par exemple. Les Jaguars, très spécial, sifflaient. Les yeux fermés, on reconnaissait. Ah oui, oh bah oui, les yeux fermés. En plus que les yeux fermés, on reconnaissait également le type qui écrasait. Hein. Le pilote qui a une certaine courbe continuait à garder le pied. Ça, c'était la chose aussi. On l'entendait. Le grand pilote, on l'entendait. On l'entendait à la note tenue. Coupez pas. Oh, pour moi, ça c'est la course automobile, celle des années 50. Ces voitures étaient belles, la vie était belle. La course, pour moi, ça veut dire mes vieux amis. C'est, je le répète, une époque. Le style, l'attitude des gens, les voitures elles-mêmes étaient toutes tellement différentes. On avait une grande amitié et un grand respect les uns pour les autres, qui ne semble pas être tellement le cas aujourd'hui. On était tous copains, dans le fond. Tout le monde parlait toutes les langues, ce qui facilitait beaucoup notre communication, qui à l'époque, aujourd'hui aussi, ils parlent toutes les langues, puisqu'ils courent dans tous les pays, mais nos relations étaient beaucoup plus amicales et fraternelles. J'avais l'habitude de m'asseoir pratiquement sur la piste même pour noter les temps, les chronométrages, les records. Et tel que c'est maintenant, vous ne pourriez plus vous en approcher. Oh, tout le monde se baladait autour dans les stands. C'était un endroit très détendu. Et maintenant, je crois que tout est vraiment strict. C'était quelque chose d'amical à cette époque. C'était une atmosphère formidable autour des courses. C'était gai et il y avait beaucoup de rires. Et beaucoup de ces rires cachaient probablement des inquiétudes. On était un clan de gens, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas l'esprit de compétition et qu'on ne se détestait pas dès qu'on était au volant de la voiture. On ne se faisait jamais de cadeaux en course. Mais on ne se faisait jamais de vacherie. C'était de la correction la plus parfaite. Un pilote, par exemple, remontait, cédait le passage, etc., qu'aujourd'hui, s'il pouvait mettre un barrage, il le ferait. C'est tout à fait différent. Et comme je dis, en exagérant un petit peu, s'il pouvait mettre devant la voiture les mitrailleuses pour tuer celui qui est devant, il le ferait. Oui. Enfin, j'exagère un petit peu. Je pense que le problème dans la compétition de nos jours, c'est que le pilote n'a plus de respect que pour son salaire. Et si un pilote entend, si j'entends dire que vous gagnez 5 millions de dollars, je sais que je suis meilleur que vous, donc je vaux 10 millions de dollars. Et il est certain que Michael Schumacher mérite plus d'argent parce qu'il est de loin le meilleur. Mais c'est dommage que la morale soit là et que le monde soit là. Ça a été un début, pas de mauvaises années de la course, mais de bonnes années du pognon. Le fruit qui comptait davantage que la passion. Il n'y a plus un millimètre de carrosserie où il n'y ait pas une réclame. Et quand alors eux, les pilotes eux-mêmes maintenant, le casque, le blouson, la combinaison, comme les coureurs cyclistes. Les coureurs cyclistes, je ne sais pas combien il doit y avoir, une trentaine de
de réclames différentes sur chaque maillot de coureur cycliste. Donc c'est ridicule, à ce point-là. Les courses ont changé. Vous pouvez le ressentir. C'était une époque sans profit. Puis c'est devenu commercial. Alors j'ai arrêté la photo. C'est du business, et un très très bon business. Je n'aime pas, il n'y a pas de sport. Les pilotes n'ont aucune éthique, aucun respect pour les autres pilotes. Quand vous vous battez avec un autre homme, mano à mano, comme nous le faisons dans une voiture, quand il y a un danger sur vous, dans votre propre intérêt et le leur, il y a des choses que l'on ne fait pas. Prost et Senna, deux des meilleurs pilotes au monde, se sont tous les deux heurtés à 307 km/h. Ce n'est pas correct, mais les choses sont ainsi. Personnellement, je conserve le souvenir de l'allure de seigneur qui se dégageait toujours de son aspect négligé, tout à fait recherché. Peut-être Portago a-t-il, en nous tirant sa révérence, tourné la page des années d'aventure, de passion et de Dolce Vita. Mais ce faisant, combien de peines et de regrets n'a-t-il pas laissé derrière lui? Andrea blessé, Schellenberg inconsolable, Trintignant nostalgique. Une mentalité différente. C'est-à-dire c'était une mentalité de gens comme Portago, de grands seigneurs, si vous voulez, mais en fait c'était des gens bien. C'était des gens bien qui avaient une éducation dans le fond. Tandis qu'actuellement, n'importe qui peut faire de la Formule 1. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Fon a été un des derniers seigneurs? Oui, on pourrait dire cela. Il était la dernière personne à avoir cette classe, qui avait des origines qui lui permettaient d'être un grand non-conformiste. Il n'avait pas trop de soucis de ce côté. Il était gentil, doux et d'une grande sensibilité. Mais si quelqu'un se montrait prétentieux, il n'avait pas à s'inquiéter des conséquences de ce qu'il lui disait. Il ne se souciait pas du tout si la personne voulait un jour avoir sa revanche. Il s'en moquait éperdument. On a besoin d'hommes comme ça. Réellement, qu'est-ce que vous pensez que Fon n'aurait pas pu vivre les années 80 et 90? Non. Non. Absolument pas. Je veux dire, il aurait détesté ce qui se passe aujourd'hui dans la Formule 1. La compétition sérieuse, il l'aurait exécrée. Il n'aurait pas voulu y participer. Et d'ailleurs, il n'était pas du tout préparé mentalement à cette race de gens impitoyables qui ne pensent qu'à l'argent. Régler les choses vite fait. S'il y a un accident, ça passe. Alors qu'à l'époque de Fon, un accident aurait certainement tué l'un d'eux. Mais de nos jours, les voitures sont tellement spécialisées et les gens font suffisamment d'estimation pour s'en tirer. L'âge d'or était son ère à lui. Et c'est bien d'en rester là, parce que c'était vraiment quelqu'un. Il était généreux, il avait de la classe, et il ne trompait personne. Si longtemps après, c'est quelqu'un qui vous est encore aussi proche, aussi quelqu'un pour qui vous avez autant d'affection? Oh oui, nous avons eu quelques merveilleuses années ensemble, mais il faut penser à la suite. Il a sa fille, Andrea, qui est formidable. Il en serait si fier. Et moi,
J'ai la chance de la connaître et d'avoir des contacts réguliers avec elle. Elle est venue ici cet été et c'est tout ce que nous pouvons vraiment faire, garder en vie des générations différentes. Quand il est mort, même que j'ai assisté aux funérailles, à tout, à l'enterrement, un an plus tard, on était aux États-Unis au petit déjeuner et j'ai demandé à ma gouvernante, mais où est papa? Quand est-ce qu'il va revenir? Et puis ma gouvernante s'est fâchée avec moi, elle m'a dit, mais quoi, c'est pas drôle, c'est pas une blague. Et puis elle a compris que vraiment pour moi, j'ai pas compris qu'il était mort, parce qu'à 6 ans, on comprend pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, on comprend pas que la personne ne revienne pas. Et comme lui, il était tout le temps parti, ça me semblait tout à fait normal qu'il était parti Mais au bout d'un an, quand même, c'était plus lent que d'habitude. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il était mort. Voilà. Si Andrea ne demande plus aujourd'hui, comme elle le faisait petite, quand Fawn va venir la chercher, c'est parce qu'elle n'ose plus. Mais on sent bien que la question lui brûle encore les lèvres. Alors, nous avons envie de nous asseoir avec elle et d'attendre Portago en regardant passer les voitures des années 50, belles et musicales, souples et dangereuses, inoubliables.